Nous commençons cette vidéo avec l'année 1789 sur une musique de Beethoven, la symphonie numéro 5. Notre objectif est de comprendre pourquoi l'année 1789 est une année de révolution, une année de rupture. Tout commence avec l'ouverture des États généraux, le 5 mai 1789 à Versailles. Sont réunis les représentants du tiers-état, du clergé et de la noblesse. Les représentants du clergé et de la noblesse ainsi que le roi souhaitent que les votes se fassent par ordre, de manière à ce que les privilégiés soient majoritaires. Les représentants du tiers-état, bien évidemment, souhaitent qu'ils se fassent par tête, parce qu'ils sont majoritaires, et ainsi ils l'emporteraient. Or, des décisions importantes vont être prises pour résoudre les problèmes financiers du royaume. Mais la situation est bloquée. En fait, le roi ne veut pas donner satisfaction aux députés du tiers-état, qui vont prendre l'initiative. Avec l'aide de quelques députés du clergé et de la noblesse, ils vont se proclamer le 17 juin Assemblée nationale, ce qui signifie que ce n'est plus le roi qui représente la nation. Ce sont désormais les représentants du tiers-état et donc quelques-uns du clergé et de la noblesse. Ici, c'est eux qui représentent la nation, c'est eux qui sont souverains, c'est eux qui ont le pouvoir. Et Louis XVI comprend bien ici tout l'enjeu de cette proclamation. C'est une véritable révolution politique, il faut en avoir conscience. C'est la raison pour laquelle il va tout faire pour disperser les députés, enfin surtout les ramener dans la voie de la raison, ce à quoi Mirabeau rétorque par une phrase restée célèbre, une exhortation restée célèbre, allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. C'est donc un rapport de force, un véritable bras de fer qui est engagé. Le roi va faire fermer la salle dans laquelle se réunissaient les députés du tiers-état. Ces derniers vont se retrouver dans une salle tout à fait improvisée, la salle du jeu de paume, et dans cette salle, ils vont proclamer un serment resté célèbre, celui de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une constitution. Rédiger une constitution, cela signifie écrire noir sur blanc les pouvoirs du roi, et donc les limiter. Mais qui dit limiter les pouvoirs du roi, dit mettre un terme à l'absolutisme royal. Nous sommes encore, et beaucoup plus encore, dans une véritable révolution politique. Le roi en a bien conscience et il voit que le peuple de Paris, du moins une partie de ce peuple, prend fait et cause pour les représentants du tiers-état. Il fait venir à Paris, du moins dans les environs, des régiments. Le peuple de Paris, du moins c'est la frange la plus active, s'en émeut, s'en inquiète et estime qu'elle doit se défendre. Elle va donc chercher des armes aux Invalides et de la poudre à la Bastille. C'est le 14 juillet de 1789 qu'elle prend d'assaut ce symbole du pouvoir absolu, du pouvoir arbitraire du roi. Tout le monde en a conscience, à commencer d'ailleurs par le roi lui-même, qui préfère temporiser et recevoir des mains du nouveau maire de Paris, Bailly, la cocarde bleue et rouge aux couleurs de la ville de Paris, et associée au blanc de la monarchie, elle forme ainsi la cocarde bleu-blanc-rouge. Et pendant ce temps, dans les campagnes françaises, et je vous rappelle que la majorité de la population est paysanne à cette époque, eh bien c'est la peur qui l'emporte, car on sait bien qu'il se passe des choses importantes à Paris, mais sans savoir exactement lesquelles. Des rumeurs les plus folles circulent, et notamment des rumeurs selon lesquelles les nobles vont s'en prendre aux paysans. Et au fond, c'est toute la colère que les paysans ont accumulé depuis des siècles contre ce pouvoir féodal qui va ressurgir, et ils vont s'en prendre au château, ils vont s'en prendre aux registres dans lesquels sont écrits toutes les redevances que les paysans doivent à leur seigneur. Face à cette colère des campagnes, face à cette très grande peur, les députés de l'Assemblée nationale décident lors d'une nuit enfiévrée, la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. Abolir les privilèges, c'est abolir une société dans laquelle les inégalités sont reconnues. C'est par conséquent changer complètement d'ordre social. C'est par conséquent changer complètement de société. Et à sa façon, la caricature que nous pouvons voir le montre. Le tiers-état qui jusque-là supportait le poids au sens propre comme au figuré des deux autres ordres privilégiés, va désormais, alors sinon se retrouver en situation de dominateur, à tout le moins se retrouver en situation d'égalité. Il n'y a plus de privilèges, il n'y a donc plus d'ordre privilégié. Et puisque nous entrons dans une nouvelle société, dans une nouvelle époque, il faut énoncer les principes importants de cette époque. Et c'est ce à quoi s'emploient les députés en rédigeant un projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration, elle est adoptée
par les députés de l'Assemblée nationale le 26 août 1789, elle est encore aujourd'hui le fondement de notre ordre juridique, puisqu'elle affirme l'égalité des individus face à la loi, des citoyens face à la loi, elle affirme également un certain nombre de libertés que nous étudierons en classe. Toutefois, le roi ne cache pas son hostilité ni son mécontentement. Et cette partie de la population parisienne très active dans les événements, eh bien, va à nouveau agir et, à travers les femmes, va se rendre à Versailles, dans un premier temps pour réclamer du pain. Nous sommes encore dans une époque de disette. Le peuple, à Paris du moins, est mal approvisionné. Mais à travers le pain, c'est aussi une façon de vouloir contrôler le roi. Certes, on le rappelle à ses devoirs les plus élémentaires, assurer, à défaut d'une prospérité en tout cas, l'essentiel à son peuple, mais puisqu'on le suspecte d'être hostile, eh bien il sera ramené à Paris. Le boulanger, la boulangère et le petit mitron, comme on dit à l'époque, sont ainsi ramenés par la foule parisienne en octobre 1789 à Paris. Ce sont les journées d'octobre. Alors nous avons ainsi vu, à travers ces différentes journées, que la Révolution est à la fois politique, mais aussi populaire.